salutations chers auditeurs et spectateurs, c'est Vérité à venir, et le sujet du jour, vous l'avez à l'écran, Maximus le Clément, nommé le Renaissant à présent, qui intervient beaucoup chez Loup Divergent, et vous m'avez entendu parler des deux personnages parmi bien d'autres encore sur internet. Ce Maximus le Clément, connu pour ses prises de parole sur internet, ses participations aux manifestations sur Paris, et surtout sur cet aspect où il se présente sous un jour de quelqu'un qui est lucide, qui a très bien étudié le système, le mondialisme, les revers de la géopolitique et de facto ce qu'est le nouvel ordre mondial. Alors, ce personnage a plusieurs choses dont on va revenir avant d'accéder à cette partie du tribunal pour des propos qui ont été tenus. Premièrement, donc chez Loup Divergent, ils ont en intro le côté de Bruno Le Maire qui explique arrachez-vous aux écrans et commencez à faire de la lecture. Parfait, ça correspond au conseil de lecture, sauf que, fut un temps, je me suis rendu compte, comme d'autres d'ailleurs par la suite, qu'il ne lisait pas les livres, ou qu'il en présentait que la 4e de couverture. Ça a posé problème, et c'est pour ça qu'il a basculé des conseils aux commentaires de l'actualité. Sauf que, quand tu passes d'un domaine où tu présentes des travaux sérieux, des analyses, et pourquoi pas tu peux les recouper avec les faits d'actualité, je commente seulement l'actualité. Je pense, et ça s'arrête là. Et ça mène au désastre dont certains propos, malheureusement, qui vont continuer dans la haine, dans l'invective, et mener à focaliser que sur une communauté ou encore à créer des menaces. Et il y en a beaucoup sur Internet qui passent par ces parcours. Je vous rappellerai peut-être Alixator, qui par ses menaces auprès d'un journal ou encore de casser la gueule à certains gilets jaunes, était passé au tribunal. Là, on est sur un personnage, Maximus, qui s'en est pris à, on va dire, le mouvement sioniste et à déraper à un certain moment sur c'est la communauté juive qui est à l'origine des problèmes et il va en payer ses propos. On reviendra sur ces détails après. Ce qui est incroyable à travers ça, c'est qu'aujourd'hui on le voit, qui doit répondre, comme d'autres d'ailleurs, de leur groupe, de leurs propos et de leur invective. Et dans ce moment difficile, il n'a pas le soutien de son ami, entre grandes guillemets, qui est Loup Divergent. Il l'a laissé aller tout seul au tribunal, il ne lui a pas financé un avocat ou ce genre de choses. Donc on voit déjà le côté ordurier de ces faux résistants qui n'arrivent même pas à se soutenir entre eux. Bon. Passons à Trotti Taxi, qui est pareil, quelqu'un qui intervient dans les manifestations de Paris, qui filme un peu et qui s'exprime sur divers sujets, qui peut être intéressant, mais écoutons cette interview et ce que va nous dire Maximus au début. C'est parti. Si on a le son. Sincère, c'est un homme vaillant, et comme lui, malheureusement, on en cherche, on en trouve peu, et on a besoin de gens qui, de temps en temps, bousculent un peu les codes, et il appartient à cette race d'hommes qui prend des risques sur sa personne, et qui le paye vraiment, qui met ses convictions au bout de sa vie, finalement. C'est vraiment ça. Donc, pour Christophe Chalençon, soutenez-le, encouragez-le. Alors, je ne sais pas si on entend, parce qu'il y a quand même le brouhaha. Moi, j'ai les écouteurs, donc j'entends très bien Maximus, qui dit « Soutenez Chalençon ». Alors, on va voir, c'est quelqu'un qui appartient à la race, donc c'est quand même incroyable d'entendre ses propos. C'est-à-dire que pour eux, les résistants, c'est une sorte de race à part, qui a ses propres caractéristiques, dont celui d'être vaillant, de répondre limite au sacrifice de sa vie, d'être un peu dans l'esprit chevaleresque. Alors, penchons-nous d'abord sur ça avant de revenir sur le cas de Maximus. Chalençon, c'est quelqu'un qui a été médiatisé, qui est monté en épingle, qui a pris des paroles pour bon nombre de Français, en tout cas qui s'est présenté comme tel, sans forcément avoir un programme derrière. Et on est d'accord ou non avec ses propos, sauf que, regardez, quelqu'un qui est d'une résistance intelligente, il va axer ses recherches, il va créer un constat et, à la suite de ça, engendrer un électrochoc qui, au sein de la population, demandera à ce qu'il y ait plus de solutions, plus en tout cas de mise en assemblée ou de rassemblement pour pouvoir construire des choses. Et là, qu'est-ce qu'on observe ? C'est que ces gens sont capables de vous parler du sionisme, très très bien, parce qu'il faut le dénoncer, avec tous les traités, Balfour, avec ce qui se passe actuellement en Palestine, même si, encore une fois, nous, en tant que Français, regardons d'abord
les désastres sur notre sol avant de nous pencher sur tout ce qui se passe un peu sur la planète, premièrement. Deuxièmement, on voit ces gens qui, en fait, n'ont aucun courage. Parce que lorsqu'il faut dénoncer les racailles, lorsqu'il faut dénoncer, en effet, du sionisme qui est présent, mais parlons aussi de l'islamisme, et bien là, il n'y a pas un mot sur la deuxième catégorie. Parce que, encore une fois, c'est les gens qui vont vous expliquer que sur le territoire français, si nous avons une immigration massive, c'est qu'elle est voulue par les dirigeants, ce qui est une réalité. Mais les gens qui viennent, ils ne sont pas dupes. Ils savent très bien qu'ils vont venir ici pour faire des actes un peu délictueux, c'est-à-dire vendre des cigarettes illégalement, vendre du trafic de stupéfiants, donc tout ce qui va être cannabis et drogue encore plus dure, ou encore prostitution. Et plein d'autres secteurs comme ça, cambriolage, vol, violence avec vol à l'arraché. Ils le savent, ces gens qui viennent et qui en partie sont issus de l'Afrique. Mais ça, étrangement, la plupart du temps, chez des Maximus ou tous leurs collègues qui suivent avec le Wilson et tout ce que vous voulez, ils vont axer que sur la franc-maçonnerie et puis carrément dedans, ils vont déraper puisqu'ils vont te dire que c'est de la judéo-maçonnerie. Et à ce moment-là, ils vont s'attacher à la dernière partie, judéo. Et donc, l'origine de tous les mots, c'est la communauté juive. Donc, ils vont partir dans leur dérive de qui, etc. Alors que je le répéterai toujours, des gens qui viennent sur le territoire, qui commencent à faire des crimes, qui commencent à faire des actes de délinquance, qui ne respectent pas nos us et coutumes, c'est-à-dire par là nos valeurs, nos principes, et qui méprisent le blanc européen ou même l'européen en globalité, nous insultent, nous les occidentaux, et nous font payer quelque part un poids d'un esclavagisme dont nous ne sommes pas responsables aujourd'hui. Moi, si quelqu'un dans ma famille fait des actes, je ne suis pas responsable de ces derniers. Ok ? Donc pourquoi devrais-je répondre de ce qui s'est produit dans le passé ? Et étrangement, ces mêmes profils, donc qui veulent te dire que l'Occident c'est le désastre, c'est l'esclavagisme, c'est tout ce que vous voulez, ne le voient jamais ou ne sortent jamais les histoires et tous les mauvais faits qui se sont déroulés dans leur pays d'origine. La traite intra-africaine, la traite encore islamiste, la traite également des juifs, la traite des sionistes. Voyez, ils vont axer que sur certaines parties qui les arrangent de l'histoire. Et à partir de là, après, ils vont s'étonner, ils vont se dire, je comprends pas, eux, ils ont une sorte de puissance de défense. Mais parce que vous êtes d'une mauvaise intelligence. Au lieu de remettre sur la table les faits, sans jouer avec des menaces, sans être là toujours à déraper qui, etc. Mais en mettant les faits, rien que les faits, vous êtes efficace et vous ne pouvez pas passer devant la justice. Mais on le voit encore, ce sont des profils ayant dépassé la quarantaine qui ne savent pas structurer des propos. Et donc, ils en viennent à soutenir des gens comme Chalençon, une violence verbale qui dérape jusqu'à de l'antisémitisme. Qu'est-ce que l'on observe ? Tout le monde en prend pour son grade dans des centaines de vidéos, d'ailleurs c'est toujours comme ça qu'ils opèrent, journalistes notamment, une de nos consoeurs de la Provence, à laquelle il promet, ce Chalençon, de couper les doigts avec un sécateur au président de la République, actuel ou passé, que l'on veut pendre. Personnalité jugée sioniste, vouée à des supplices que n'aurait pas renié un bourreau médiéval. Une violence verbale qui dérape jusqu'à de l'antisémitisme aux yeux de la loi, même si Christophe Chalençon s'en défend avec véhémence. Après, qu'est-ce qu'il qualifie d'antisémitisme ? En dehors de cette catégorie et de cette accusation qui revient sur le devant de la scène, on voit tout de même des propos qui n'ont aucun sens. Et étrangement, ça matche un peu avec ce Rémi Daillet, l'imposteur qui est arrivé sur le net, qui annonçait mettre tous les francs-maçons en prison, qui annonçait en grande pompe encore des tas de changements, de bouleversements, alors que rien n'était préparé pour pouvoir les mettre à l'œuvre. En fait, c'était que de la parlotte. Et pour propager une sorte de violence, une sorte de haine dans la société. Comme on peut avoir des plus grands débiles qui vont te dire que seulement les islamistes, seulement les musulmans sont le problème de toute la société. Ce qui n'est pas le cas. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut observer le tableau qui est multiple. Il y a une partie des pièces qui sont du sionisme, une partie des pièces qui sont, on va dire, d'une partie d'un catholicisme qui a complètement dérapé et qui est prêt à accepter les LGBT en son sein, qui est prêt à changer les drapeaux, tout ce que vous voulez. Ou encore du côté des islamistes qui viennent avec leurs coutumes, qui veulent t'imposer leur mode alimentaire, t'imposer également leur lieu de religion, leur lieu de culte plus précisément. Et c'est un ensemble, et qui viennent et qui n'ont aucune peine à faire du mal, entre guillemets, aux Gouers, aux Blancs, parce que de toute façon c'est un coup phare. Pour les sionistes, aucune peine à faire du mal à d'autres, parce que ce sont des gentils, des goïs, des goïms, ce que vous voulez. C'est quand même incroyable.
Et on va voir ce Maximus, comment il va s'en défendre. Alors là, il nous dit de soutenir ça, hein. Certes, jamais aucun passage à l'acte n'a été esquissé ni par l'auteur des propos, ni par un de ses suiveurs, de moins en moins nombreux au demeurant. Mais pour l'avocat général Dominique Sier, on n'est pas dans le délit d'opinion, ce n'est que de la délinquance. Il estime que la méthode employée par Christophe Chalençon est la négation même du jeu démocratique. Et après, tout ce qui s'ensuit, il a pris un mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore jugé, certainement qu'il était en correctionnel, 4 mois, puis ça pouvait repartir une dernière fois pour 4 mois. Le forgeron devra indemniser ses victimes, journalistes, conseils représentatifs des institutions juives et autres. Et ça, ces condamnations vont en fortifier certains à se dire que, en fait, s'il est condamné et qu'il doit de l'argent aux juifs, une institution juive, automatiquement, c'est qu'ils ont le pouvoir derrière et tout ce que l'on veut. Bon, écoutons ceci. Si vous pouvez, au maximum, et que la grâce de Dieu lui vienne en aide, parce que là, ça va être vraiment nécessaire. Merci beaucoup. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que Maximus, il parle de Dieu de temps en temps. Et je vais rappeler quelque chose. Maximus se présente comme un chrétien qui voulait former une alliance avec des musulmans. Alors, je ne sais plus comment ils l'appelaient, ils avaient leur symbole de la plume et de l'épée qui viennent à se mélanger. Et Maximus, il avait étudié, parce qu'il a quand même dépassé la quarantaine, il serait qu'en fait, l'islam ne matche pas du tout avec la chrétienté, parce que c'est le contraire de la chrétienté. C'est-à-dire que pour nous, Jésus-Christ a été crucifié. Pour eux, c'est un faux semblant. Non, vous avez été seulement trompés. Pour nous, il a été crucifié, il a franchi la mort, il est ressuscité, d'ailleurs au passage, bonne Pâques à tous, alléluia. On a plein d'autres différences encore. Nous, on a le pardon quand eux sont plutôt dans la loi du talion. Nous, la Genèse nous dit que, même si en effet c'est l'Ancien Testament, donc là on n'est pas sur le message véhiculé par Jésus, mais on est sur l'Ancien Testament tout de même, qui est reconnu au passage, puisque les musulmans veulent accepter la Torah et l'Évangile. Alors ils te diront que l'Évangile, ce n'est pas le Nouveau Testament. Ils vont te dire que le Nouveau Testament est fait de plusieurs évangiles, selon Matthieu, selon Jean, selon qui vous voulez encore. Et ce qui est incroyable, c'est que lui, donc dans l'Ancien Testament, pour revenir rapidement à ça, on nous dit dans la Genèse que l'Éden est sur terre, et qu'il y a le fleuve de l'Euphrate, qu'il y a à côté le fleuve également du Tigre, et deux autres fleuves. On nous explique, dans d'autres passages un peu plus loin, que l'homme et la femme ne seront pas dans leurs mêmes conditions terrestres, c'est-à-dire que un homme qui est avec une femme, s'il vient à décéder qu'il a des frères, c'est l'histoire des 7 frères, et la femme ira avec l'autre frère, s'il décède, à nouveau ira jusqu'au dernier. Et la question était de savoir au paradis avec qui elle sera, le premier, le deuxième ou jusqu'au 7e. Et la réponse est ni avec le premier, ni jusqu'au dernier, puisqu'en fait la condition ne sera pas la même au niveau du paradis. Au niveau de, quelque part, de l'esprit et l'âme qui sont montés, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de biologie. Et ce qui est fort, c'est qu'eux, les musulmans, ils te disent l'inverse. Ils te disent que leur paradis, là-bas, tu auras plusieurs femmes, tu auras du vin, tu auras des rivières de vin carrément, tu auras du miel, bref, des choses terrestres. Et on peut avoir plein d'autres considérations comme ça qui ne sont pas ensemble. Le mouvement antichrist, c'est celui qui nie le Fils et qui n'a pas le Père. Que font les musulmans ? Ils nient le Fils. Ils te disent que non, Dieu n'a pas de Fils. Ceux qui disent ça sont des associateurs. Et j'ai plein d'exemples comme ça à l'appel, et que je vous proposerai prochainement. J'ai donc déjà émis cette critique auprès de Maximus, qui n'y a jamais répondu au passage, en lui disant, toi, qui te veux si perspicace, pointu sur les détails, dans la compréhension du monde, et qui propose une alliance, et là on ne parle pas de n'importe quelle alliance, même pas politique, on parle d'une alliance religieuse. Tu dis qu'on est pareil. Mais es-tu chrétien pour dire ça ? Parce que si tu es chrétien, tu reconnais donc la divinité de Jésus-Christ, tu reconnais la loi du pardon, tu reconnais également tout ce que j'ai dit avant, l'Éden qui est sur terre, la différence qu'au paradis on ne sera pas comme ça, comme par exemple si toi tu as une femme, tu ne seras pas avec ta femme au paradis. Les relations ne seront pas les mêmes, on ne sera plus dans la tentation charnelle et dans la reproduction charnelle. Nous serons tous au même niveau enfants de Dieu. Il n'y aura pas, normalement, de générations qui peuvent être différentes, si je puis dire. C'est là la différence entre être enfant de Dieu et enfant d'un père sur terre. Et de mère d'ailleurs, au passage, d'une mère. Donc écoutons ce Maximus.
Regardez ça, parce que c'est incroyable, hein. Ils vous sortent souvent des faits comme quoi ils mettent leur vie en danger. J'ai déjà entendu Maximus dire ça, j'ai déjà entendu Lou Divergent, d'autres encore, des Alixator et bien d'autres, hein, dire, vous voyez, moi si je tiens des propos sur Internet, c'est que je mets ma vie en jeu. Personne n'a été menacé jusqu'à présent. Les seuls qui passent devant la justice, c'est que malheureusement pour eux, ils ont tenu des propos sans pouvoir en affirmer la véracité. Ils n'ont pas de support pour tenir leurs propos. Et donc là, à ce moment-là, ils tendent des bâtons pour se faire battre. Et après, pour chouiner, dire, regardez, je suis la résistance. Ça me fait un peu penser à une famille Bronfman qui avait été attaquée. Et malheureusement, il n'y avait pas assez de faits. Bon. C'était des nouvelles que Christophe Chalençon... Ouais. Il est à l'hôpital encore, Christophe Chalençon là. Christophe Chalençon, bon, oui, enfin, il est plus ou moins, mais il essaye de soigner, quoi, il se soigne. Son état de santé est assez critique quand même. Ah bon, eh ben, on lui souhaite un prompt rétablissement. Merci. Donc, il est ce qu'il est, il a ses qualités, ses défauts, il est peut-être excessif, il dit peut-être certaines choses. Certains l'aiment, certains ne l'aiment pas, mais ça reste un être humain qui est dans un engagement assez sincère. Et moi j'ai beaucoup aimé sa personnalité parce que c'est une personnalité tranchée. Même si après je suis plus nuancé que lui, bien sûr. Bon, il a pris des positions qui l'ont ramené dans les tribunaux, puis après à la prison, puis sorti de prison, il se retrouve dans un état de santé assez déplorable. Oui, j'ai l'impression d'assister un peu à certaines personnalités des fois dans les quartiers qui veulent faire un peu les voyous, ils vont faire leurs 6 mois, leurs 1 an, peu importe, hein, ils vont aller donc en mandat de dépôt, ils vont être arrêtés, et ils vont ressortir, et pour eux c'est quelque chose de vaillant, entre guillemets. Et là c'est la même chose, on a l'impression que ça veut leur rajouter un peu d'épices sur le plat. Vous voyez, c'est le côté de Christophe Chalençon, c'est quand même celui qui s'est tenu porte-parole, sans vraiment avoir de programme, sans avoir énormément de revendications, hein. On en fait vite le tour en discussion, si jamais on venait à échanger avec lui. Et au lieu de comprendre qu'il y a un problème dans la société, ça ne va pas. Pourquoi personne ne veut construire ? Et c'est là la force de frappe quelque part de certaines organisations et corporations, c'est qu'eux, contrairement à ces idiots qui vont en manif et qui sont toujours à scander les mêmes slogans, à ressasser les mêmes sujets, ceux qui sont nos adversaires, parce que même si en soi je suis en désaccord avec Maximus, avec Chalençon et avec bien d'autres encore, ce ne sont pas mes adversaires. Il y en a d'autres qui sont mes adversaires, qui soient d'ailleurs de confessions religieuses différentes ou de partis politiques différents. D'accord ? Et ce qu'il faut voir dedans, c'est que certains savent se structurer. C'est-à-dire qu'ils montent des dossiers. Ils se posent, ils s'écoutent les uns les autres, ils échangent, très bien. On a maintenant, on va dire, le prototype de ce qu'on veut travailler, et on va le peaufiner et on va le mettre de façon performante sur le marché. C'est, vous voyez, une entreprise qui vient sur le marché et qui propose un nouveau produit ou peu importe, il lui faut d'abord travailler un prototype. Après, à partir de là, elle va intéresser le public. Il va y avoir des médias, il va y avoir encore des personnes lambda qui vont commencer à jeter des yeux, qui vont, pourquoi pas, y mettre leur dévolu et des financements, ou plus que ça encore, de l'intérêt et de leur propre capacité. Et nous, dans la population, on n'arrive pas à prendre ce même modèle qui fonctionne sur l'économie, mais qui en soi est applicable aussi au modèle politique ou religieux, peu importe, pour dire voilà, on a constaté un désastre sur l'enseignement, sur le niveau scolaire des enfants, un grand danger pour ce qui est de notre possibilité de faire nos propres lois et de ne pas être dépendant de l'Union européenne et de facto soumis aux autorités américaines. Et on pourrait comme ça creuser plein d'autres sujets, notre économie, comment la redresser. Mais non, on préfère juste dire ça va mal et de toute façon, ce n'est pas notre taf de chercher les solutions. Il y a des personnes qui sont élues, qui nous mènent à la ruine, qui sont en train de péricliter notre civilisation, qui était quand même arrivée à un certain niveau, qui commence à petit se dégringoler, je le reconnais. Mais au lieu de se poser, vous voyez, on fait le constat et on trouve les solutions, non. On fait une toute petite partie du constat, puis on dit c'est la faute de ci, la faute de ça. Ça n'avancera jamais. Alors, si ça veut bien charger. On est quand même en droit de se poser des questions sur comment il a pu en arriver là, en fait. On est quand même obligé de se poser des questions, compte tenu du nombre de dissidents qui, bizarrement, disparaissent précocement ou courent des risques sur leur santé assez précocement. On veut des noms. Apparemment, il y aurait des dissidents en France qui disparaissent
de façon rapide. Alors, est-ce qu'il pense à Sévrac? Si c'est le cas, je pense qu'au lieu de dire qu'elle a disparu d'une façon où il y a une élite qui s'en est pris à elle, de voir plutôt comment elle s'est détruite elle-même sa santé. Il suffit juste de voir les conférences sur les années qui ont défilé, sur les créations de contenu et le temps qu'elle y passait. Dans ses propres interviews, elle le dit. Des fois, je m'endors après 3 heures, 4 heures du matin, parce que je suis sur des sites internet, je fais des recherches, je tente de recouper l'information. Bah oui, mais ça épuise tout ça. Et ça met dans un état mental de défaitisme. Et ce qui est incroyable, c'est que ces gens comme Maximus et d'autres, ils ont déjà entendu parler, par exemple, de la stratégie du choc de Naomi Klein, c'est-à-dire d'entretenir une peur de façon quelque part illimitée pour fractionner les gens et y passer des lois et en fait les démoraliser. Donc ils n'ont plus de force pour se mobiliser. Ils n'ont plus la possibilité d'avoir une action contre le gouvernement ou encore alternative aux lois étatistes et tout ce que vous voulez. Et de construire des solutions. Non, eux, ils plongent les gens dans un marasme de mauvaises nouvelles, dans une déduction que c'est la fin, donc l'attente d'une apocalypse, mais même pas de la révélation, de l'apocalypse destructrice, où il n'y a aucune solution, où en fait nous sommes, comment dirais-je, nous sommes en fin de voie, en fin de cycle, ça y est, c'est fini. Ce qui n'est pas le cas. Et pourtant, pour des religieux, pour certains, notamment des chrétiens, etc., il faut avoir cet esprit aussi de la bonne nouvelle après. On constate que ça ne va pas. Alléluia, la vie est quand même belle. Elle nous réserve aussi son lot de bonnes découvertes, son lot appréciable encore de paysages ou même de contacts humains. Mais ils n'arrivent même plus à reconnaître le merveilleux. Vous voyez, par exemple, ce qui est des choses basiques en soi, mais il y a 1, 2 ou 3 siècles, avoir son toit, assez d'alimentation dans son assiette, pouvoir à côté faire des petites sorties et puis avoir du temps libre pour, je sais pas, s'acheter un livre, le lire, etc. C'était un luxe. Aujourd'hui, comme c'est assez accessible, eh ben on ne le voit plus tout ça. On n'a plus l'aspect du confort et on arrive à se focus que sur ce qui ne va pas. Parce que c'est quelque part ça qui maintient l'attention. Parce que l'attention d'un être humain, c'est une curiosité. Et que la curiosité en général, elle te met dans un premier temps à avoir peur, puisque c'est de l'inconnu, et soit tu vas vers elle et tu commences à découvrir ce que c'est, soit tu restes tétanisé, et quelque part ça rejoint, alors je ne suis pas un grand lecteur de René Guénon, mais j'ai déjà lu un de ses livres, et qu'il me faut d'ailleurs terminer, c'est justement ce passage où il dit, voyez, la corde ou le serpent, l'inconnu c'est quoi? Est-ce que c'est l'inoffensif ou le danger? Si vous n'allez jamais voir, si vous n'allez jamais prêter de l'attention, bah vous resterez tétanisé sur votre place et vous ne bougerez pas. Vous serez seulement bon à alerter quelque part les autres. C'est l'alerte, on ne bouge plus, on va tous se foutre en l'air. Ou au contraire avancer. Puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, et ça tout le monde le voit par son parcours de vie, quand il doit nous arriver une mésaventure, on la subira quoi qu'il arrive. Maintenant c'est sûr que quand on l'a anticipé, bah, il est bon parce que de l'avoir anticipé, on peut peut-être moins en souffrir. On a déjà préparé notre mental. Mais il arrive aussi, et c'est là où c'est grave, et c'est un peu ce qu'ils engendrent avec lui et d'autres de leur communauté, c'est de créer des surpeurs, des effondrements imminents, des pénuries alimentaires, des crises économiques, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Peut-être des moyens de torture, des camps FEMA, des puçages RFID, tout ce que vous voulez, qui font que l'humain se dit il n'y a aucune voie de sortie, et qui reste tétanisé, et qu'il a anticipé des choses qui n'arriveront peut-être même pas. C'est-à-dire que dans la réalité qui sera déjà difficile dans les mois, années à venir, avec identité numérique, dématérialisation de la monnaie, ce que l'on veut, et ben, il y a toujours cette part de variable. C'est le marché, c'est l'être humain, c'est le comportement. Même s'il a été étudié, on ne peut pas le définir mot pour mot, action par action. Sinon, dans ce cas-là, il y aurait des devins tous les jours, ce qui n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on a des études de marché qui, au fur des commandes, des sites visités ou encore de bien d'autres fréquences, de bien d'autres éléments moteurs quelque part, vont pouvoir faire des prospectives a priori, qui peuvent se réaliser à 80%, 70%, mais il y a toujours la part de hasard. L'humain est quand même fantastique. Et pourquoi il l'est? Il a la conscience. Et on a l'impression que ces gens-là veulent vous dire, nous on arrivait à une sorte d'ésotérisme. Ils sont plus dans l'exotérisme. La religion chrétienne, par exemple, pour ces gens-là, n'est plus accessible à n'importe qui. Elle est fermée, comme d'ailleurs l'actualité et bien d'autres, qu'à des gens qui vont être initiés, qui vont passer des paliers, et qui, une fois qu'ils arrivent à un certain stade, peuvent s'enorgueillir et dire voilà, moi j'ai compris, les autres c'est des moutons. Mais ce qui est étrange, c'est que la plupart de ces gens se disent réveillés, éveillés, bref, tous les termes qui peuvent être employés, mais sont les premiers à suivre les bergers.
C'est-à-dire que s'ils ont 2-3 commentaires ou des documents qui leur parviennent par télégramme ou ce que vous voulez, ils vont se faire immédiatement le relais de l'information. Ils ne savent pas d'où elle provient, ils n'arrivent pas à comprendre, ils ne vont même pas la recouper, ils se font le relais. Et c'est comme ça qu'on a vu, par exemple, Maximus et Loup Divergent communiquer sur plus de 50 000 enfants qui disparaissent et ne sont jamais retrouvés en France, alors que les chiffres, déjà assez désastreux, sont à peu près de 1000-1500 d'enfants qui ne sont jamais retrouvés. Il y a en effet un peu plus de 50 000 disparitions, mais parmi ceux-ci, tu as des jeunes qui fuguent pour aller en teuf ou pour encore rejoindre leurs copains, copines, ce genre de choses. Et puis, il y a tous les autres. Il y a les 1000 et quelques qui, eux, ne réapparaissent jamais. Peut-être parmi eux, il y en a peut-être 10 qui sont partis dans un autre pays à l'aventure parce qu'ils ne s'entendaient pas avec leur famille, mais il y en a quand même énormément qui disparaissent sur un marché des ogres, un marché qui consomme les enfants. Et ça, on le sait. On le sait par les affaires pédocriminelles, Zandvoort, l'affaire Epstein, on pourrait citer encore plein d'autres, Catherine Bolkovac qui a dénoncé, Lydia Cachot, il y en a des multitudes d'affaires. Mais c'est pour dire que si on veut paraître crédible, structurons les propos, mettons-y du sens. N'ajoutons jamais de l'horreur à l'horreur, ça n'a aucun intérêt. C'est au contraire se tétaniser, se décrédibiliser et donner des billes à ceux qui ne veulent pas investiguer. Ceux qui se sont justement attitrés une autorité de chercheurs de vérité ou de vérificateurs de faits. Et on voit les officines arriver, qui se servent de personnages comme ça, assez sulfureux, qui malheureusement, comme ils ne vont pas faire assez de recherches, comme ils ne vont pas faire assez de lectures, leur seul moyen d'exprimer, ce n'est donc pas le logos, ce n'est pas l'éthos, même s'il y a une partie d'adaptabilité au public. La morale y est un peu moins. Et il reste le dernier point, le pathos. Donc ils réagissent à ça, ils deviennent un peu des sanguinaires, c'est-à-dire qu'ils veulent casser la gueule à tout le monde, ils veulent pendre tout le monde. C'est pas comme ça que fonctionne. Il faut une justice, il faut des choses bien plus efficaces. Qu'est-ce qui est plus efficace ? Si ce n'est de mettre des camps du travail, pas avec le Auschwitz, plutôt le camp Auschwitz, pas le Auschwitz c'est passé qu'autre chose, par le camp Auschwitz, avec la finalité, la solution finale comme ils l'appellent. Non. Un camp du travail, au lieu que les gens les laissent en prison devant une télé ou tranquillement en train de lire leurs livres ou à faire des jeux de société, ils doivent travailler, sinon il n'y a pas de pain dans l'assiette. Ils doivent rembourser une partie à l'État, parce qu'ils sont attaqués à la France, et une partie aux familles des victimes, parce qu'ils ont fait des victimes. Et là, rapidement, on retrouverait en tout cas la voie de la vertu, parce qu'il y aurait tout à perdre là-dedans. À la fois de l'argent, à la fois du temps, et à la fois également de l'énergie, des liens avec la société, et la possibilité de s'en sortir. C'est de la construction. Mais face à ça, on en a d'autres qui préfèrent être dans la destruction. De dire, rapidement, on passe ces étapes d'ailleurs de la justice, des enquêtes, de ce que l'on veut. On a quelqu'un qui semble être coupable, on le pend. On a quelqu'un qui semble avoir fait de l'horreur, on va le torturer. Mais la personne qui va torturer, par exemple, elle-même va être dérangée mentalement après. C'est comme si, pour eux, des humains qui vont comme ça pendre des gens ou qui vont aller les torturer, ils vont rester normal dans leurs conditions humaines. Genre dans leur tête, ils ne vont pas avoir un pétage de plomb de voir des morts. C'est-à-dire que même si ceux qui le mettent à mort ou qui torturent sont des grands criminels, je pense, de mon point de vue, encore une fois là, c'est aussi hors réalisation, enquête scientifique ou ce que vous voulez, qu'un être humain qui en torture un autre restera marqué dans sa chair, voire même dans l'esprit. Et c'est d'ailleurs contraire au message de Dieu. Moi, je n'appelle pas un pardon, même si c'est le message de Dieu, pardonnez-vous les uns les autres, mais au moins à une condamnation et à l'isolement de ces humains-là, de la société. Et on leur laisse quand même le choix de prier de leur côté, le choix de tenter de se rattraper, mais cette fois-ci pas auprès des humains. Nous, ça y est, en tant qu'être humain, il a été condamné, mais auprès de Dieu au moins. Et comme ça, il y a bien d'autres constructions encore qui sont possibles et qui sont audibles. Quand tu rentres comme ça dans un débat, ou peu importe, avec des gens d'ailleurs qui en plus ne comprennent pas forcément ce qui se déroule dans la société, parce que ce n'est pas qu'ils n'ont pas accès, c'est qu'ils n'ont pas cherché. Donc ce n'est pas ésotérique, c'est exotérique, mais ils ne veulent pas le chemin. Il y a tout un travail de réflexion à avoir derrière. Et malheureusement, ce qu'on voit avec ces profils, c'est qu'au début, ils ont découvert des choses, ils sont partis dans une idée du partage. J'ai de l'information, je vais la retravailler un peu et je m'en fais le relais. Et au fur et à mesure du temps, au lieu d'accéder à d'autres informations, d'autres questionnements sur la société, sur pourquoi on est en train d'être bouleversé, est-ce que ça a déjà existé par le passé, il y a des tas de questions qui peuvent venir, chacun a les siennes, et après partager ce qu'ils découvrent. Eux, ils sont restés bloqués dans un petit monde
qui va en fait répéter la même chose. C'est des Schwab, c'est la destruction. Et à la fin, la simplicité les ramènera sur certains blogs, sans jamais qu'ils ne se demandent d'ailleurs qui se situe derrière. Quand on voit des personnages qui aiment bien avoir leur propre blog, certes, qui affichent leur nom, je pense à Jacques Attali et à d'autres, mais qui, sous couvert d'autres identités, peuvent avoir une multitude de blogs qui les alimentent aussi. Et en faisant attention à ne pas forcément employer un très bon français ou ce genre de choses, pour influencer. Et que des gens comme ça, eux, récupèrent ces infos et s'en font le relais. Et nourrissent rapidement une dégringolade non plus de « je comprends la globalité du problème ». On est confronté, par exemple, si on parle du remplacement de population, à un remplacement d'Européens par, en grande partie des Africains, à un effacement de l'identité catholique par d'autres identités qui viennent. D'ailleurs, souvent, on voit la partie, pour certains médias, un peu du sionisme, pour la partie de la société de certains quartiers de l'islam, mais on passe complètement à côté de ce qui vient également effriter le reste de la chrétienté, de tous ces jeunes bien européens qui s'intéressent de plus en plus à l'Asie, au bouddhisme, à l'hindouisme et à ce genre de choses. Ça prend de l'ampleur et c'est assez phénoménal, avec ces gens qui rejoignent les mouvements du yoga ou tout ce que vous voulez. Donc ça c'est pareil, c'est une destruction mais beaucoup plus silencieuse et qu'on médiatise moins. Pourquoi ? Parce que peut-être que les secteurs de recherche se font par mots-clés ou par suggestion. Écoutons la suite de Maximus. Voilà. Et donc, nous-mêmes, on prend des risques sur nos personnes. Il y a des endroits où il faut éviter d'aller dans les enceintes de la République, que ce soit les... Alors, j'aimerais bien savoir, d'ailleurs, tout à l'heure, il a dit, il y en a certains de la dissidence qui ont disparu, qui ont été menacés, qui sont passés en justice. Ça, c'est des généralités. Sortez des noms. Donnez des noms. Là, quand tu dis que tu mets ta vie en danger, tu me fais penser à Lou Divergent, il y a peu de temps de ça, qui disait « je mets ma vie en danger ». Pas du tout. S'il était tant en danger que ça, il se baladerait avec son van et puis il pourrait se positionner, aller voir des inconnus qu'il a juste eu peut-être 1 heure ou une journée avant par message. Non. Quelqu'un qui est en danger, il n'irait pas comme ça chez des gens qu'il ne connaît pas, qui lui envoient un message ou ce genre de choses. C'est donc qu'il n'y a aucun danger pour ceux qui sont dans la soi-disant réinformation. Parce que ça, en fait, c'est juste du divertissement ce que vous faites. Rien de plus. Et que lorsque vous passez en justice pour malheureusement des dérapages lors de vos propos, vous pensez que vous êtes l'étendard d'une résistance. Enfin, regardez-vous, regardez juste ce que vous faites. Que ce soit des Jim Leveilleur qui ont côtoyé des loups divergents, qui ont mis en place des sortes de montages financiers avec leur crypto-monnaie, avec la promotion de l'effondrement de la banque. Donc, ils invitaient comme ça à investir dans les plateformes, mais eux ne le faisaient jamais. Ils prenaient leur commission. Ou encore des présentations avec des écrivains, des ouvrages, pour prendre un petit pourcentage ou accéder à d'autres lieux après. Et ça, vous n'en parlez pas, parce que vous êtes malhonnête. Si ça veut bien charger. Les tribunaux, les prisons, les hôpitaux, les commissariats pour les gardes à vue, c'est ces endroits où il faut éviter d'aller. Mais des fois, le combat nous y amène, malgré nous. Et quand on y va, on assume. C'est ça. Parce que de toutes les façons, je pense qu'il y a 2 grandes vérités dans ce monde. C'est la naissance et la mort. Entre les deux, on triche, plus ou moins. Certains tricheront beaucoup plus que d'autres. Et pour toi, tu attends le résultat de ton truc ou comment alors de ton... Alors moi, je vais comparaître le 24 avril et le 12 juin pour le tribunal Place Clichy à 13h30. Si certains porte de Clichy, ouais. Porte de Clichy, si certains veulent venir me soutenir, ils sont les bienvenus, bien sûr. Redis les dates, c'est quoi? On verra si le loup divergent ira le soutenir. La date est connue en avance. On verra si le loup divergent, lui qui a tiré tant de milliers d'euros depuis, et c'est Maximus qui lui a donné la visibilité au début, qui lui a donné les crédits, qui a fait en sorte que les gens viennent se réunir autour de lui et lui financer son Tipeee. On verra s'il lâchera un petit billet pour l'avocat de Maximus, ce que je ne pense pas. Encore une fois, cette résistance qui est individualiste, qui pense qu'à son petit nombril, et là je ne parle pas pour Maximus, je parle plutôt pour l'autre, qui juste est là pour faire un divertissement, du show, et qui vous annonce qu'une fois qu'ils ont fait à peu près le tour des sujets, qu'ils les ont bien siphonnés et qu'ils vous les ont bien dégueulés sur l'écran, ils passeront à la suite. Donc la suite, ça sera parler
de leur ésotérisme, de Gaïa Terre-Mère ou de toutes ces conneries-là, quelque part, leur connexion avec la nature ou bien d'autres choses encore. C'est ce vers quoi ils vous emmènent. Et au passage, peu importe ce qu'on peut dire de moi sur Internet, le nombre de vues que je peux faire, je sais très bien que comment dirais-je, c'est réduit par rapport à la réalité. Et que ces gens, à l'époque, je parlerai notamment encore de Louis Divergent, vous annonçaient des documentaires qu'ils allaient produire sur l'Égypte, le côté comment dirais-je, du spirituel. Et ça n'a jamais vu le jour. Parce qu'ils savaient que derrière, il y aurait des gens comme moi qui viendraient à démolir toutes leurs fake news, toutes leurs désinformations. Quoi alors tu as dit? Je redis le 24 avril, c'est-à-dire prochainement, 13h30 toujours. 13h30, la même salle toujours, hein, c'est la 422 comme ils disent, c'est à 4e étage, salle numéro 22. Et je redonne notre date, que je rappellerai bien sûr, c'est le 12 juin 2024. Ok. 13h30 aussi. Eh ben courage Maximus. On est là, je ne sais pas. Et puis toi on te voit plus dans les manifs parce qu'en fait... Alors pourquoi on ne me voit plus dans les manifs? Parce que bon, alors je vais tout vous dire. À un moment, elle a 80 ans et j'ai pas envie de la laisser toute seule. Ah voilà, c'est ça, tu t'occupes de ta mère. Je m'occupe de ma mère et puis j'ai moins de temps pour les manifs et je dois dire aussi que bon, pour les manifs, T'as donné. j'ai payé. Ça, c'est bien. C'est bien parce que ça prouve que lui, il est encore connecté à la réalité. Loup Divergence, c'est le type qui vous dit que le travail, c'est l'esclavage. Qui vous fait comprendre, ouais, regardez pourquoi les gens sont pas réveillés, c'est des moutons, ils rentrent chez eux, ils regardent que la télé. Non, la réalité est beaucoup plus compliquée. Quand des gens comme Loup Divergent, mais d'autres encore, tu vois, parce que je prends cet exemple vu que c'est son acolyte, ils étaient là à expliquer, oui, dans la société, en fait, il y en a beaucoup qui ne sont pas mobilisés, c'est des moutons, on ne les voit pas sur nos vidéos, on ne les voit jamais prendre la parole, dans les manifestations, leur présence n'est pas là. Mais ils oublient la réalité. La réalité, c'est que quand tu as une famille, pas quand tu t'es isolé comme ça, individualisé, parce que tu veux voir personne, tu es associable, mais quand tu as une famille, bah, tu as les aléas de la vie. Quand derrière, tu as un travail, tu as 35 heures pour avoir un foyer, pour pouvoir aller faire les courses, ça te prend du temps. Entretenir ton lieu de domicile, hein, pas vivre comme un crasseux dans un van. Quand derrière tu as ta popote à faire, que tu as des membres de ta famille à aller voir, ou garder, ou en tout cas avoir de la bienveillance, c'est-à-dire de passer pour les soutenir, pour pas qu'ils soient dans la solitude de la vieillesse. Et il y a aussi des personnes qui ont des jeunes, d'autres qui ont des personnes handicapées dans leur famille. Ton temps il est réduit. Comment tu peux faire dans cette vie active, celle qui t'amène à la vraie solidarité et pas à jeter des fleurs et à se faire passer pour un philanthrope, de celui qui est prêt à se sacrifier pour les autres, mais vraiment, celui qui le fait dans la société actuelle, c'est celui qui va taffer, celui qui n'est pas dépendant en train de bouffer des RSA, des APL, tout ce que vous voulez là, hein, qui vit en fait aux frais du contribuable, mais qui se permet après de critiquer tout le monde parce que les autres c'est des endormis. La réalité elle est là, donc Maximus sur ça, encore une fois, je suis reconnaissant sur certaines choses, là c'est le cas. C'est quelqu'un qui est encore dans la réalité, qui a les pieds à terre, qui a une famille, qui sait la dureté de la chose et qui s'est en effet mobilisé par les manifestations, mais qui comprend qu'il y a la solidarité avant tout, c'est-à-dire la famille avant tout. Et d'un coup, ça te réduit dans tes possibilités, dans ton champ d'action, ce que d'autres ne comprennent pas. Et derrière, ce que je veux faire passer comme message, ce que je vais véhiculer, c'est aussi le discours, c'est-à-dire que je ne comprends pas comment des gens qui veulent lutter contre le World Economic Forum, de Klaus Schwab entre autres, et de tout ce qui s'en situe derrière, te disent qu'ils sont pour l'automatisation et la robotisation de l'emploi, parce que c'est pénible. Et en fait, ils en reviennent à la Simone Weil, qui te dit la condition ouvrière est pénible par la répétition. Mais si on vient à tout robotiser, quel est l'objectif de l'humain? Puisque c'est ces mêmes gens qui vont dénoncer par exemple l'ultra-surveillance, mais qui, de facto, si on réfléchit à tout ça, pourraient y être favorables pour faire une économie de dépenses, ce genre de choses. C'est là où ça ne tient pas la route. Ils disent des choses en fait sont en dichotomie avec leur action, avec leur façon de penser. Ils tiennent des paroles qui sont contradictoires avec leurs pensées quelque part. Je ne sais pas ce que vous pouvez en dire de ça, mais c'est quand même incroyable. Et moi, j'ai donné ma quote-part. C'est ça, maintenant. Je n'exclus pas, à un moment donné, d'y revenir, de retrouver les camarades, pas de problème, que je salue d'ailleurs et que j'encourage. Mais bon, pour la priorité, c'est la maman. Et voilà. Et ceux qui veulent t'entendre, sur la chaîne Loup Divergent. Et ceux qui veulent me C'est le suivre, mardi, je crois.
Je suis le mardi soir à partir de 20h30 sur la chaîne de Radio Loudi. Radio Loudi, voilà. Radio Loudi, mais d'un autre côté, chacun peut être aussi, j'ai envie de dire, un peu militant. Vous avez le droit aussi de porter la bonne parole aussi dans l'entourage dans lequel vous êtes. Moi, je fais beaucoup la promotion de livres que j'ai aimés, que je lis ou que j'achète parce que j'ai aimé l'auteur. Et ben, quand je propose un livre, il n'y a rien qui vous empêche, vous aussi, d'aller peut-être acquérir le livre et puis de le lire. Et pourquoi pas. Et après, le proposer à un voisin, à un ami, à quelqu'un de la famille, c'est une forme. C'est pas très bien ça, Maximus. Tu vois, ça fait combien de temps que t'as pas présenté de livre? Dis la réalité. T'es que dans les commentaires d'actualité depuis que t'as été démasqué dans tes fausses lectures. Au lieu de perdre tout ce temps, ça fait combien? Ça fait 1 an, 2 ans peut-être maintenant que t'es passé en commentaire d'actualité. Bah, tu devrais prendre un peu plus de temps pour lire. Au lieu de perdre ton temps à répéter avec quelqu'un en plus qui vous êtes que 2 interlocuteurs et vous n'arrivez même pas à vous entendre. Il y en a un qui parle, l'autre dans sa tête il attend qu'une seule chose, c'est que le premier se taise pour reprendre la parole et continuer son monologue. C'est triste. Là, au bout de 2 ans, si vous vous posez avec vous-même et que vous vous dites « Ça y est, alors qu'est-ce que je peux sortir ? Qu'est-ce que j'ai retenu au bout de 2 ans de ces vidéos-là ? Qu'est-ce que j'en ai sorti si je devais synthétiser tout ça ?» Il n'y a pas beaucoup de nouvelles compétences, de connaissances. Il y a un problème, revoyez ça. C'est tout, c'est du conseil, même si ça paraît arrogant. Peu importe les mots que tu as employés, roquet, petit slip, ce que tu veux. Ça, c'était encore une fois votre pathos, c'est votre émotionnel qui parle. Retournez dans le logo, c'est dans la raison, et peut-être qu'un jour, vous pourrez en ressortir avec des vraies propositions. Et non, là, à disposer quelque part vos scénarios apocalyptiques. Chaotiques, devrais-je dire, vu qu'en soi, vous n'êtes pas dans la révélation. Donc au lieu de conseiller les gens à les lire, je pense que tu devrais appliquer les conseils. Vous voyez, c'est comme des nutritionnistes ou ce que vous voulez qui disent attention à votre ligne. Vous devez manger ça et ça, puis tu les vois, ils sont en surpoids, ils ont un problème de diabète, ils ont si... Enfin, la santé ne suit pas. Ne donnez pas des conseils aux autres quand vous ne pouvez pas vous les appliquer. Ça sera fort appréciable et ce message est également passé à notamment Alix Sator, qui là récemment me disait oui, t'es un complotiste. Et puis quand je l'ai repris, je lui ai dit c'est simple. Donne-moi un exemple, juste un, j'en demande pas 3, 4, 5, un seul. Il a été dans l'incapacité de répondre. Et à la fin, il en arrive maintenant à comprendre que oui, en effet, traiter les gens de complotistes, c'est la facilité. Surtout quand tu ne peux pas décrire ce qu'est le complotisme. Ça y est, ils cogitent, c'est bien. Les critiques les font cogiter, même s'ils ne veulent pas le reconnaître. Et c'est pour ça, c'est à cette œuvre que je m'applique. Bon écoutez encore un peu, puis je vais vous laisser après. Forme de militantisme, C'est ça. C'est aussi être dans le combat, tu vois, de dire tiens tel auteur il parle de ça, ce serait pas mal que voilà, qu'est-ce que tu en penses, etc. Donc le combat il a diverses formes. On peut aller en manif, on peut faire du bien à son voisin, on peut faire même des œuvres de charité, vous pouvez aller aider des personnes âgées. C'est l'humanisme. Le combat, c'est aussi soutenir aussi. Après, il y a que des aspects financiers, bien sûr. Soutenir les dissidents, les gens qui sont un petit peu comme moi, maintenant dans les enceintes de Babylone, de les soutenir. Ouais, parce que ça coûte cher, là, il faut payer. Parce que malheureusement, et je sais que... Ce qu'il disait juste avant, c'est l'enracinement, la Simone Weil. Donc c'est un peu aussi le côté gauchiste, mais qui est favorable, pas celui juste... rempli de bonnes banalités, quoi. Même si ça rejoint un peu ça. Mais c'est l'enracinement de Simone Weil, ça rejoint exactement ça. C'est aider les autres, faites attention que chacun ait au moins du pain dans son assiette, regardez la condition humaine, tendez en tout cas à favoriser, on va dire, ces liens d'entraide. Et ça rejoint ce que disait Blanche Trèbe. Si on a des différences biologiques. D'un côté, on a les scientistes qui veulent complètement nous modifier, nous rentrer dans le transhumanisme, mais de l'autre, c'est aussi ces faiblesses qui faisaient que on arrive sur Terre. On est quasiment la seule espèce à sortir trop fragile pour encore être en totale liberté. Donc nos parents prennent le relais pendant quelques temps jusqu'à ce que notre cerveau soit bien formé, qu'on trouve notre bon équilibre, qu'on ait notre agilité, et là, après, on peut s'en sortir. Vous voyez ? C'est un peu le cycle d'apprentissage. Et quand on grandit, donc là on est dans la force d'esprit, dans la vivacité, on a en tout cas notre musculature déployée, on a nos capacités qui sont à leur paroxysme, et puis vient le moment de la sénescence, ralentissement de la reproduction des cellules, on commence à être fragile et on a de nouveau besoin de quelqu'un d'autre. C'est un peu l'image, vous savez, on arrive à 4 pattes, puis on est sur 2 et on termine sur 3. Alors c'est l'image du sphinx, il me semble, un truc comme ça. Et
Le quatre pattes, donc les mains, les pieds à terre. Les deux pattes, donc bon, les pieds à terre. Et le troisième, il y en a qui disaient la béquille. Moi, je le rejoins plutôt sur l'être humain. Vous voyez, une famille, c'est ça, c'est soudé en fait, du début à la fin. C'est comme un mariage, l'homme et la femme ne font qu'un, du début à la fin. Parce que cette société perd petit à petit, parce qu'il n'y a plus de repères. Et parce que, encore une fois, chacun est dans sa propre liberté, dans cet affront aussi à l'autorité. C'est-à-dire que demain, même si on retrouvait une voie tout à fait acceptable, bah, on en aurait qui trouverait le moyen de s'appeler dissident et d'être contre celle-ci. Moi, j'ai horreur de l'argent pour l'argent. Je déteste ça. J'ai beaucoup de problèmes avec ça. Je suis un mec qui n'a pas envie de vivre avec ça, mais malheureusement. Ah, ça me fait penser rapidement, je mets une interruption, à Lou Divergent encore, qui avait formé avec Maximus et bien d'autres la dalle, le deal. À la fin, c'est devenu peut-être même un lead, un retour, je ne sais pas, où il y avait des propos qui étaient tenus, hein, je les ai encore, ils sont archivés. Il n'y aura jamais de relation d'argent entre vous et moi, puisque là, on est dans un objectif de seulement partager de l'information. Et petit à petit, ils ont tout bien ficelé, ils ont resserré un peu les rangs, si je puis dire, et hop, le Tipeee est vite arrivé, a été mis en scène, et au début, c'était « je ne peux pas manger », c'était donc du pathos, hein, de faire croire qu'il allait manger un pigeon, carrément, alors qu'il existe des tas d'associations en France pour obtenir un peu, au moins dans son assiette, quelques pâtes ou ce genre de choses. Il y a toujours des voisins aussi que vous pouvez aller voir au passage, qui font preuve de gentillesse, mais non. C'était jouer sur le pathos de certaines personnes isolées et leur prendre leur argent. Maximus lui est intervenu sur ces sujets après. Il a vu qu'en fait, il participait chez Lou Divergent et que ce type-là n'avait aucune face. C'est-à-dire que lui, il engrangeait de l'oseille, il apprenait et jamais proposait un petit billet à Maximus. Donc à Maximus, à un moment, il s'est réveillé un peu. Il a dit, bon allez, je vais mettre en place une cagnotte. Et de temps en temps, le Lou Divergent lui fera de la pub. Et là, aujourd'hui, il est face à des frais judiciaires. Et étrangement, le Lou Divergent n'a pas mis non plus la main à la pâte. Hein. Par contre, il est bon pour les vacances. Hein. Heureusement, on est coincé là-dedans. C'est-à-dire que tout est un rapport, tout est marchandisé. On peut vraiment dire que depuis que les marchands du temple ont pris le contrôle, c'est véritablement un cauchemar parce que rien n'est gratuit. Parce que même Internet... Donc les marchands du temple, ils renvoient encore à cette image des juifs, d'une certaine communauté, des pharisiens qui se mettent jusqu'au devant du temple et face à Jésus qui fait tomber leur étal, là ils vont se mettre par terre, les genoux à terre, non pas pour prier Dieu, mais juste pour récupérer leur monnaie. Et en fait, ils leur montrent le message, regardez, vous êtes devant le temple et vous n'arrivez même pas à franchir ne serait-ce que 2 pas pour rentrer dedans et avoir les genoux à terre et prier Dieu. Non, par contre, si votre argent tombe, là vous le faites. Donc rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est de Dieu. Et ce qui est incroyable dans cette image, c'est que César, c'est romain. Ça renvoie, on nous voit une image de Rome, ça renvoie à d'autres empires. On peut même remonter avant avec les idoles, le veau d'or, ce genre de choses. Donc le rapport à l'argent ne date pas, encore une fois, de ces marchands du temple. Loin de là. Et si on doit voir dans cette perspective des marchands du temple, aujourd'hui j'en vois par ceux qui se mettent sur Internet et qui font 1 ou 2 contenus par semaine et qui font les poches des uns et des autres en jouant, en mélangeant un peu de spirituel, un peu de politique et un peu d'histoire personnelle et ce genre de choses. C'est ça les vrais marchands du temple. C'est ceux qui se mettent devant le lieu le plus saint et qui font tout et n'importe quoi. Ce n'est pas ceux qui ont monté leur entreprise plus loin et qui font leur débauche, non. C'est-à-dire que même ce qui est gratuit, qui est donné par la nature, on va vous marchandiser. C'est ça. C'est-à-dire vous êtes avec votre femme, vous aimez votre femme, vous vous mariez avec elle, vous voulez des enfants, demain ils vont venir, ils vont dire non, c'est payant. C'est ça. On vous met un payage sur l'appareil génital de votre femme. On en est carrément... Ça, c'est ce qu'il avance. La réalité, c'est que pour l'instant, dans la société française, on est tout de même dans un système, et encore une fois, il faut reconnaître aussi ce qui est beau et bon, même s'il y a des défaillances dans l'enseignement, mais tu es dans un système où quand ton gosse vient au monde, tu passes par les hôpitaux publics. Donc tu as un service qui t'est en tout cas rendu disponible. Quand tu sors de la maternité, à la suite de ça, tu vas avoir un petit contrôle de temps en temps médical pour suivre sa santé. Tu vas avoir également le côté de la CAF pour ceux qui ont vraiment pas du tout de revenus ou de façon très modeste. Donc il y a un accompagnement quand même. Encore une fois, c'est pas des choses substantielles, mais c'est des choses pour le nécessaire, l'élémentaire au minimum. Le gamin va quand même accéder après par la suite à la crèche. Pour ceux qui travaillent, il y a les chèques nounous
qui s'ajoutent et qui peuvent en tout cas aider les familles. Encore une fois, je suis contre ce système où les deux parents sont au travail, mais il y a ce système qui existe. Il y a l'école, l'enseignement au primaire, les mathématiques, le français, on est quand même sur des bonnes bases. Maintenant, là où ça dérape un peu, c'est au collège, avec les intervenants externes et les apprentissages bis, plus le mauvais comportement des uns et des autres au niveau des élèves. Mais on est déjà dans un beau modèle. On est quand même dans la suite pour les parents, toujours qui n'ont pas assez d'argent, et même pour les autres qui peuvent en avoir un peu, dans des formations rendues disponibles, gratuitement encore, par exemple, ces organismes d'alternance pour le BTP, pour la menuiserie, pour bien d'autres secteurs encore, la plomberie, ce que vous voulez. On est dans un système français qui est quand même merveilleux, qui malheureusement, petit à petit, s'effrite, vient à perdre de son efficacité parce qu'il y a trop d'abus, parce qu'il y a une mauvaise organisation, une mauvaise redistribution, puisque chacun y a vu qu'il pouvait piocher dedans comme il voulait. C'est-à-dire par des assos, ils montent, ils prennent comme ça des subventions, d'autres le font de façon plus subtile, ou encore par des mauvaises déclarations pour toucher plus de CAF, et ce que l'on veut. Mais on ne peut pas laisser dire ça. Que la France, aujourd'hui, tu mets au monde un enfant et directement ils viennent et ils voudraient te mettre une taxe et ils voudraient carrément prendre ton gosse. Ce n'est pas le cas. C'est ce qui arrive par la suite dans un modèle totalement marchand qui s'instaure par des gens qui ont perdu le socle familial, qui ont perdu même les vertus de la religion, qui ne savent plus quelle est la condition humaine. Il faut faire un constat, pas juste être là à faire des phrases et à mélanger du coup une partie de réel, ce qui était le cas à peu près jusque-là, un peu de fiction avec des soi-disant des dissidents qui disparaissent, qui sont condamnés alors qu'ils sont innocents, bref, bien d'autres choses encore. Avec là un sujet dont il nous parlait un peu, qui aide sa famille, le lien familial, la solidarité, avec d'un coup, hop, il bascule sur de l'imaginaire. On va taxer le vagin, ou en tout cas, on va vous mettre un permis payant pour procréer. Ça n'est pas le cas encore. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudra demander l'autorisation d'avoir un enfant. C'est le crédit social. Hein. Donc, si on ne veut pas être d'une société complètement mécanisée, gérée par l'intelligence artificielle, avec de la 5G, de la 6G, avec la dématérialisation. Parce que la dématérialisation, c'est quoi? Pour moi, c'est déjà se mettre dans une partie immatérielle du monde. Ce qui est immatériel, pour moi, fait partie du monde des spectres, des dimensions spectrales. Donc, quand quelque chose est dématérialisé, pour moi, j'ai l'impression que c'est spectral, que c'est pas réel. C'est-à-dire maintenant, vous savez que l'intelligence artificielle peut fabriquer des individus qui n'existent pas. C'est ça qui est. C'est là où on est vraiment. Là, il y a un mélange. Il y a un mélange de la digitalisation, c'est-à-dire favoriser en fait le remplacement de documents papier, de démarches administratives, toujours soit en attente de salle d'attente ou d'un conseiller en face, avec quelque chose qui devient numérique, qui a été digitalisé pour soit simplifier l'accès. Et encore une fois, les impôts passent par ça. Aujourd'hui, le permis de conduire aussi, les démarches pour ce qui est de l'assurance maladie, Amélie, alors sans forcément le lien de télétransmission, tu passes par ces services-là, la plupart du temps. Ça m'étonnerait que lui ou d'autres encore n'aient pas un compte bancaire qui leur envoie de façon dématérialisée, donc digitalisée, leur relevé de compte, par exemple. Nous sommes déjà dedans. C'est la limite qu'on y place. C'est comme la science. Hein. Fut une époque, tu avais des gens, ouvrir un corps, c'est considéré, même un corps mort, pour l'étudier, pour faire évoluer et la compréhension de ce que sont les organes, qu'est-ce qui a été impacté par telle et telle maladie, c'était vu comme quelque chose d'une hérésie. C'est-à-dire des gens qui viennent à s'entailler eux-mêmes, on appelle ça, lorsqu'ils se mettent des coups de scalpel ou lorsqu'en tout cas ils viennent à s'ouvrir la peau, c'est un nom spécial, je vous avoue qu'il vient de m'échapper. Scarifier, voilà. C'était la scarification. Et puis au final, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de banal. Quelqu'un qui a un organe qui est malade, qui doit se faire opérer à l'intérieur, eh ben on lui ouvre la peau et on fait l'opération. Puis après, on vient à recoudre. Il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, ça aurait été inacceptable. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est considéré comme tel? La morale a évolué. C'est là où on doit juste mettre des limites. On doit créer une sorte de consensus quelque part. C'est-à-dire un engagement de tous, volontaire, où on a mis des limites, on a mis des règles. Et pour ça, il faut se poser. Il ne faut pas rentrer dans des folies. On peut faire des scénarios qui peuvent justement dériver et y trouver des questions, puisque c'est à partir des questions qu'on obtiendra des réponses.
et donc des solutions. C'est plus complet. Que là, en fait, il y a un mélange. Ce qui fait que lorsqu'ils sont face à des spécialistes, ils vont perdre leurs moyens. Parce qu'ils vont passer du coq à l'âne et ils vont favoriser des propos comme la l'âne, si je voulais faire un petit jeu de mots, mais c'était pas ça. C'était pas pour amener à ces jeux de mots, à se comporter comme un âne et la carotte aussi. Non, c'était pour plutôt renvoyer à ce que des professionnels pourraient les avoir en face et leur dire que c'est un millefeuille argumentatif. Puisqu'en fait, ils ont mélangé plein de secteurs qui sont différents. Parmi la numérisation, si tu viens étudier, tu prends des livres spécialisés dedans, tu auras des choses en effet qui relèvent, comme il disait, de la création, soit artistique ou non, peu importe comment on voit la chose, d'êtres qui n'existent pas, d'œuvres totalement artificielles, ou qui sont en tout cas émanant qui sont un mélange de diverses choses qui existaient dans le réel, qui ont été seulement scannées et importées, téléversées. C'est plus complet. Et c'est pour ça, d'ailleurs aussi, comme je suis dans le secteur bancaire, je vais prochainement vous parler de France Connect Plus et aussi des crédits renouvelables. Vous voyez, là, je passe un peu sur un autre sujet, mais c'est pour vous dire que peu importe ce que vous voulez aborder, la médecine, l'économie, la politique et bien d'autres choses encore, il y a des vastes sujets à l'intérieur. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des études, c'est pour ça qu'il y a des heures et des heures de formation, d'apprentissage, d'échange avec différents niveaux de hiérarchie. Ce n'est pas seulement des gens qui tiennent un poste, ils ont mis un costard cravate et ils font bien, ou qui ont mis une blouse et ça ils exercent un métier. C'est plus complet. Et malheureusement, eux, ils veulent avoir seulement une partie de la coquille, sans comprendre ce qui en est déjà sorti. Donc ils analysent la coquille vide. Regardez l'être qui en est sorti, si je puis dire, la chose qui en est sortie. Et ça, vous pourrez l'étudier seulement si vous continuez votre processus d'apprentissage. Donc, la remise en avant de la curiosité, aller vers l'inconnu, qui passe par la lecture de livres, de magazines, d'écoute de scientifiques ou encore d'autres conférences qui peuvent avoir lieu, l'échange avec des professionnels dans leur secteur, et là vous verrez que vous aurez une évolution. Sinon, vous vous abaisserez tout simplement à y voir que de petites communautés dans des cercles obscurs, sans jamais pouvoir décrire qui en fait partie, où ils sont, à quel endroit ils passent leur pouvoir et quelles lois en ont émané. Quelque chose qui est absolument phénoménal. On va créer c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler des entités biologiques artificielles. C'est-à-dire qu'avec la chair humaine, parce que fabriquer de la chair humaine, il faut le savoir, ça existe. Alors moi j'ai vu ça dans un reportage sur M6 où effectivement il y a un chirurgien qui avait des rouleaux de peau Ça s'appelle des lignées cellulaires. Et c'est créé en laboratoire. En fait, ces lignées cellulaires, avant même de faire des reconstitutions de peau et les mettre en culture, ils le faisaient déjà, par exemple, avec ce qui est de la cellule HEK293, dont j'en avais déjà parlé, qui est issue d'un embryon avorté, même d'un fœtus, ce qui est encore plus grave, avorté, et au niveau, il me semble que c'était des cellules de son rein, pour pouvoir développer des expériences en laboratoire, dont il me semble il y avait Cenomix qui en faisait partie, ce genre de choses. Vous voyez, ça existe depuis très longtemps. Maintenant, ma question c'est par exemple, donc là c'est contre le transhumanisme, donc plus précisément des NBIC, et dedans là on est sur la partie du B, de la biotechnologie. Donc lignée cellulaire, modification de la génétique, les ciseaux CRISPR-Cas9 et tout ce qui peut s'en suivre. Mais la question à poser, c'est par exemple, là je prends sa maman, qui peut être fragilisée par la santé. Je ne vais pas rentrer en détail, c'est juste pour dire, regarde, s'il y a un traitement qui est lui offert, pour lui donner un peu plus de ténacité, est-ce que tu vas ou non le faire ? Et si toi tu le veux pas, et si elle veut quand même tenter la chose, est-ce que tu l'interdiras ? On peut parler par exemple pour les dents. Les dents, tu peux avoir une couronne. Déjà, quand tu mets une couronne, tu n'as plus ta dent quelque part biologique. Tu es déjà dans un état de transhumanisme. Plus grave encore pour ceux qui ont un problème, abcès dentaire, ou ils ont fait une bagarre, ils ont perdu une dent, ou encore la racine est trop fragile, donc ils sont obligés de l'enlever, et à ce moment-là, ils doivent mettre un pivot. Il y a plusieurs techniques comme ça. Là, c'est pareil, c'est du transhumanisme. Pourtant, la plupart des êtres humains, même ceux qui y sont opposés, sont passés par ces techniques, en tout cas ceux qui en ont l'argent. C'est où on met la limite. Prendre une prothèse pour quelqu'un qui a perdu un membre du corps, ça va l'aider dans son quotidien. Vu extérieurement, si on t'en parle quand tu es dans ta pleine validité, quand tu es complet, si je puis dire, tu vas dire jamais
Quelle horreur, Satanas, loin de moi ces technologies qui veulent que je forme qu'un avec la machine. Maintenant, c'est à voir où tu mets la limite. Est-ce que tant que, par exemple, imagine un grand brûlé. Les grands brûlés, en général, on récupère une autre partie de leur peau, ça peut être sur le talon, sur une partie des fesses, et on vient à l'appliquer sur la peau. Puis après, il y a d'autres traitements qui peuvent exister à côté, pour faire une sorte de greffe, et pour éviter au maximum le rejet. Et bah, tout ça, c'est, je veux dire, déjà de l'ordre du transhumanisme. On prend une partie du corps, on le met ailleurs, on est en train de restructurer les choses. Et il y en a énormément qui le font. Si demain tu arrives, tu es un grand brûlé, est-ce que tu le feras ? Moi, personnellement, sur ces techniques-là, il y a certaines choses où je peux dire oui. D'autres, non. Par exemple, une puce neuronale, pour m'augmenter, ça, jamais. Parce que là, on est dans l'attaque à la conscience. C'est où on place la limite. Et il faut débattre comme ça et voir quel questionnement on peut avoir. Et pour ce faire, l'Union européenne, chaque année, ils ont des débats sur la bioéthique, sur ces sujets-là, mais ils ne les approfondissent pas. À nous de récupérer et de créer ses propres lieux d'échange, ou en tout cas ses propres moments de conversation. Du sopalin, et en fin de compte, ils s'en servaient pour soigner les grands brûlés. Les grands brûlés, ouais, j'avais ça. Et donc, c'est marrant, si on arrive à fabriquer des tissus de peau, qu'est-ce qu'on arrive à fabriquer d'autre ? Il faut se poser les questions de l'extension, jusqu'où on va, quoi. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire ? Donc, tout le monde dit, c'est vachement bien. Bien, dans un premier temps, on va servir à la cause du bien, c'est normal, c'est le diable qui porte pierre, comme on dit, sert la cause. Mais très vite, en fait, les intérêts du diable, c'est de dépasser Dieu. C'est le combat, le diable, le rôle du diable, pas au sens folklorique ou hollywoodien. Le rôle du diable, c'est de dépasser Dieu. Les gens qui vous parlent de transhumanisme et de matérialisation, pour moi, quelque part, ils ont oublié Dieu. C'est ça. Mais c'est ça qui est fort, c'est qu'il a compris une partie de la chose, de l'équation. Il est sur ceux qui en font la promotion, qui derrière, soit cherchent à faire du buzz pour avoir un ordre économique parce qu'ils ont investi dans des entreprises, soit sont dans des rêves démesurés où ils s'affrontent en effet à Dieu et disent « Regarde, nous on va refaire l'homme, on va refaire un Adam et tu vois, on va être encore plus fort parce que de son intérieur, on va faire une Ève plutôt. » Et donc, oui, il y a cet affront. Mais là, tu peux faire quoi contre ces scientifiques, si ce n'est placer des lois ? Et ça a été le cas pour notamment les Chinois, alors je ne sais plus comment ils s'appelaient, c'était Wang quelque chose, qui avaient modifié des bébés, avec notamment le gène, je crois que c'était CCR5, donc qui était lié au sida, et il avait trouvé des parents qui étaient impactés par ce gène, par cette maladie. Et il voulait voir s'il pouvait l'effacer pour la descendance, puisque ça se transmet de mère à enfant. Il a été condamné. Donc c'est où on place la limite, c'est juste ça. Il y a l'autre progrès, il y a des choses où il ne faut pas non plus être là et rentrer dans la folie totale. Et ce qui est grave, c'est que les Maximus et d'autres sur Internet, il n'y a pas pléthore d'exemples non plus, mais on va dire, ont atteint un certain level de compréhension, mais sont entourés de crétins qui les poussent vers le bas. Et donc qui les ramènent à des conceptions primaires. Et il suffit juste de voir en manifestation Trotti, quand il interroge les gens, ou même quand on voit Maximus débattre avec d'autres, rapidement, le regard, tout le visage parle. Sans même qu'il ait mis un mot, le visage parle. Dans la tête, c'est « mais qu'est-ce qu'ils me racontent ? Leur niveau est si pitoyable. » Parce qu'il n'y a pas de dissidence. Parce qu'encore une fois, le meilleur moyen de résister déjà à un système, c'est d'être le cheval de Troie, c'est d'en faire partie, c'est d'être dedans. Deuxièmement, le meilleur moyen d'être avisé véritablement d'une pensée bien plus poussée, de façon éthique, si je puis dire, sur la morale, c'est justement de côtoyer ces gens qui en sont des fanatiques, qui en sont fous, au point où ils en perdent la raison. Et donc d'étudier leur façon de promotionner la chose, de la présenter pour après la retourner contre eux. L'enfant, il a besoin de quoi ? Est-ce qu'il a besoin... Moi, je vois aujourd'hui les gosses, ils ont la tête dans leur portable. Nous aussi, les adultes d'ailleurs. La tête dans notre portable, c'est catastrophique. On arrive de temps en temps à... Je fais du sport, donc le portable, je l'oublie. Au travail, je ne le prends pas des fois. Bon, je le consulte de temps en temps. Mais je vois les gamins, ils sont happés par le portable. Ça court plus, ça joue plus. Ça fait plus d'exercice physique, ça en fait moins en tout cas. Ça achète des patinettes électriques. Demain, papa, maman achètent des patinettes électriques. C'est-à-dire qu'on ne fait pas marcher les membres inférieurs. Demain, c'est les futurs paraplégiques. Parce que si vous ne faites pas travailler, si vous ne faites pas circuler le sang, l'énergie,
dans vos jambes. Quelque part, vous amenez déjà de l'inertie. L'inertie, c'est le vieillissement. Parce que ce qui bouge est vivant et ce qui ne bouge pas est mort. Donc, faites bouger vos enfants, les tout petits, emmenez dans les parcs, qui jouent, qui s'amusent, qui se défoulent. Faites-leur faire des jeux inventifs. Sortez-les des écrans par pitié. Oui, tout ce qu'il dit, en fait, c'est du bon sens. C'est juste ce que devraient faire les parents. Mais c'est, encore une fois, ce que j'ai déjà expliqué, et oui, je l'ai introduit avant même que sa vidéo soit présente, sur le sujet de Nom de Code Nouvel Ordre Mondial, qui après a été réédité, là, qui est en cours de réédition. C'est ça, en fait. C'est montrer que le bon sens et la responsabilité sont perdus. Parce que les gens deviennent enfantins ou parce que les gens deviennent aussi dans le chaos. Quand tu as des familles, par exemple, moi j'ai déjà regardé des documentaires et il y a un magazine que je vous représenterai sur la chaîne qui était allé dans des mouvements QAnonistes. Donc c'est un peu différent de ces mouvements, quoique. Et des familles entières étaient mobilisées dans ça. C'est-à-dire que ça transmettait aux plus jeunes qu'ils étaient dans une société satanique, que de toute façon c'était la destruction, qu'il n'y avait pas d'avenir. Mais eux, ils parlent d'un âge avancé, donc ils ont peut-être eu l'information à 30 ans, 35 ans. Mais quand tu construis un environnement, un gamin, même qui a 10 ans ou 15 ans, peu importe, et que tu lui dis que c'est que le chaos, que ça va se détruire, comment tu ne veux pas qu'il soit suicidaire? Comment tu ne veux pas qu'il soit quelque part dépressif et qu'il ait envie de quitter cette société et qu'il en ait marre, et même peut-être qu'il aille plus loin encore? Donc ce sont des dangers. Et malheureusement, qui seront fichés par les Miviludes et ce genre de choses. Je vous laisserai aller consulter la fin si vous voulez chez Trotti Taxi. Je vous remercie d'avoir été présent. J'espère que j'ai été à peu près audible sur ce que j'exprime. Et encore une fois, c'est pas une attaque forcément ad hominem, mais c'est juste, avant de donner des conseils aux autres, appliquez-les, bordel de merde. Vous conseillez de s'arracher aux écrans, ben vous faites-le. Regarde, même lui, il reconnaît que... Alors, le début de leur vidéo, c'est s'arracher aux écrans, il reconnaît qu'il est trop sur les écrans. Mais arrache-toi des écrans. Va lire des livres, comme ça tu auras d'autres choses à présenter pour la suite. Au lieu de tourner en rond sur des références d'il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Allez. Et revois Maximus, parce que certainement qu'il passera par là, ta notion de ton alliance, là, entre les chrétiens et les musulmans. Moi, je n'appelle pas à la division. Chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. Voyez. Nous, pendant le carême et jusqu'à là, la résurrection, la Pâque, l'agneau, il est bien, il est en bonne santé. Dans d'autres mouvements, l'agneau, à la fin, il finit égorgé. À toi de choisir ton camp. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire assurée. À très bientôt.